Sur le récentisme, c'est la remise en question de la chronologie historique officielle. Et évidemment, c'est un tabou parce que, avec le récentisme, on remet énormément de choses en question, et notamment les religions. Du récentisme, on va aussi découvrir le problème du blackout, de la mise à zéro du monde, de l'humanité, des civilisations, un peu dans l'esprit de Matrix. La première date que nous connaissons, dans le calendrier dont nous usons, c'est cette date de 1583. Depuis longtemps, en Russie, bien sûr, puisqu'il y a une nouvelle école, qui est celle du mathématicien, donc Fomenko et de sa femme, qui lui-même s'occupe d'histoire depuis 1973, est connu comme physicien, surtout mathématicien et physicien. Et il a suivi une tradition russe, parce que la tradition de l'école aujourd'hui, qu'on appelle récentiste, affecte beaucoup les Russes, car ils voient à travers elle une certaine façon de contredire la chronologie occidentale, qui est essentiellement une chronologie fixée sous le catholicisme, en 1582, comme vous le savez, puisque la fixation que vous avez l'habitude relativement à la naissance du Christ, la naissance de l'an nul, l'an 0. Mais cette conception de l'an 0 est une conception toute récente, une conception qui ne date que du XVIe siècle. Autrefois, c'est-à-dire on peut supposer que, et on le vérifie dans les chartes, qu'elles soient authentiques ou non, qu'elles soient réelles ou imitées, on dit toujours qu'on vit à l'époque de tel roi, à l'époque de tel, dans le règne de un tel, voyez-vous. Cette notion à laquelle nous sommes habitués, de temps après Jésus-Christ, est une notion récente. Une notion artificielle, disons, c'est-à-dire que c'est une décision du pape, vous le savez ceci, du pape donc Grégoire XIII, qui trouvait que il y avait à peu près 9 jours, à peu près un certain nombre de jours, plus de 9 jours, d'écart entre, disons, la fête de Pâques, où elle devait tomber, et la date qui était celle du calendrier. C'était donc un réajustement. Et pour éviter pour réajuster, donc disons, cette date, il a pris le calendrier qui était à l'époque le calendrier julien. On le dit julien, dit-on, moi ce n'est pas mon avis, mais enfin, je vous expliquerai si j'ai le temps, julien parce qu'on l'attribue à Jules César. Et ensuite, un calendrier qui aurait été rectifié par Auguste, et qui aurait remplacé à Rome la manière de désigner les années en fonction de la naissance de Rome. C'est-à-dire que vous savez que dans ce calendrier, Rome serait 750 avant Jésus-Christ. Alors à partir de César, c'est entre 100 et 46. À supposer que César ait existé, ce qui est nié, je vous dis tout de suite, par une bonne partie de l'école récentiste russe. Et si l'on fait c'est nommé Scaligère, il y avait 2 Scaligères, il s'appelle pas Scaligère, mais enfin c'est un faux nom d'un Italien qui est mort à Agen, le premier, mais c'est son fils qui a fait, on appelle un traité qui s'appelle sur la réforme du temps, le De Emendatione Temporum, qui a lui-même décidé, avec une bulle pontificale, de rayer un certain nombre de jours, de mois dans l'année, et de commencer en 1583, donc comme 1583 après Jésus-Christ, voyez-vous. C'est-à-dire que la première date que nous connaissons, dans le calendrier dont nous usons, c'est cette date de 1583. Je vous dis, par exemple, il ne croyait pas qu'il existait une date de, je ne sais pas moi, 1500, nous sommes en 1500, nous sommes en 1300, nous sommes en 1400, voyez-vous. Ceci, on le sait, mais on ne réfléchit pas assez aux conséquences. Mais si on fait le calcul de la différence entre le calendrier naturel et le calendrier julien, on s'aperçoit qu'on arrive à un certain nombre de différences, et si on veut remonter les années, si on voudrait par exemple à partir de cela arriver à l'an 1, c'est-à-dire faire que nous retrouvions le calendrier naturel, à ce moment-là, nous n'aboutissons pas
si nous arrivons à Jules César, c'est-à-dire si on arrive à l'année 46, 46 c'est à peu près 40, c'est 44 je crois à peu près, la date de la création du calendrier julien, on s'aperçoit que ce n'est pas 9 ans simplement qu'il faut, mais 13 ans. Donc, on est obligé de dire que l'année 1 de Jésus-Christ, il ne faut pas la mettre en l'an 0, il faut la mettre à peu près en l'an, mettons, 300, je crois que c'est 340, 374, 375. Et c'est là qu'il y a un mystère. C'est qu'en 374, 375, il y a un Julien. Mais ce n'est pas Jules César, c'est l'empereur Julien. Voyez-vous? Bien. À partir de là, que ce soit en Russie Morozov et d'autres chercheurs indépendants, au XIXe siècle, on dit, mais alors, s'il y a 3-4 siècles qui sont vides, c'est qu'ils ont été remplis. Ils ont été remplis, naturellement, par quelque chose d'artificiel. Alors là-dessus, on dit, c'est ce que vous diriez, mais enfin, nous avons des documents. Et c'est là que la conférence peut commencer. C'est que justement, même si on n'est pas un récentiste, c'est-à-dire si on ne dit pas que l'histoire est seulement récente, que le reste de l'Antiquité, par exemple, est flou, qu'on ne connaît les événements réellement qu'à partir du Xe siècle, ou du XIVe siècle, ou du XIIIe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fin du Moyen-Âge. Même si on ne dit pas cela, on est obligé quand même, non pas d'admettre, mais de faire l'hypothèse d'un remplissage de l'histoire et surtout de l'existence de ce qu'on appelle les temps fantômes. C'est-à-dire qu'on aurait rempli des temps, voyez-vous, pour pouvoir, disons, asseoir la vraisemblance de certains événements contemporains. C'est-à-dire que, de même qu'un propriétaire s'invente des titres de propriété, eh bien, nous aurions inventé des archives. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est pensable? Est-ce qu'un type de l'école des Chartes va vous dire nos archives sont douteuses? Oui, on peut le dire. Dans un congrès récent, par exemple, un Allemand a dit, c'était pour un congrès récent pour ce qu'on appelle les Monumenta Historiae Germaniae, les monuments de l'histoire de la Germanie, de l'Allemagne, je crois que c'est 4 ou 5 ans de cela, quelqu'un a dit, écoutez, nous avons 80 000 documents en Allemagne, ce sont des faux. C'est-à-dire, ce sont de faux titres de propriété, ce sont de fausses garanties, ce sont de fausses déclarations. Bien. 80 000, c'est beaucoup. Je ne dis pas, ce n'est pas un historien récentiste, je dis c'est un homme de ces monumenta. Bien sûr, ça ne suffit pas, ça crée un trouble. Au XVIIe siècle, nous avons eu, si vous connaissez Paris, je m'excuse de parler un peu comme à mes élèves, mais Paris, bon, vous avez le métro Mabillon, vous avez donc le fameux Mabillon, qui est un bénédictin, et qui a écrit un De Re Diplomatica, c'est-à-dire une diplomatique, qui concerne toutes les chartes de Saint-Denis, de l'abbaye de Saint-Denis. Nous avions à l'abbaye de Saint-Denis un anonyme qui a recensé au IXe siècle, c'est-à-dire d'après la chronologie de la Renaissance, qui a recensé à peu près un nombre de 25 chartes. Nous avons quelques années après quelqu'un d'autre qui en recense 50 de plus, que le premier n'avait pas recensé, et qui était censé être de la même époque. Et nous arrivons ensuite, au XVIIIe siècle avec le père Mabillon, au double de 50. Alors on peut se demander, c'est ce que s'est demandé un jésuite qui était le père Germont, est-ce que ceci n'est pas des faux? Comment se fait-il que les chartes se multiplient? En réalité, quand même, à moins, disons, d'avoir un désordre dans l'abbaye de Saint-Denis, il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas quand même voir pousser des chartes, voyez-vous, comme on voit pousser les saisons, comme on voit pousser des graines aux saisons. Alors, ça a été donc, le XVIIe siècle a fait une très grande, dans le clergé, une très grande critique de la validité des documents. J'ai moi-même eu l'occasion, par exemple, à Poitiers, de lire un de ceux qu'on met à l'origine du récentisme, c'est-à-dire le père Ardouin, qui est un jésuite, qui était de Quimper, qui a été quand même celui qui a fait l'histoire des conciles, des conciles de l'Église catholique. Et je me souviens avoir lu en latin directement, je me souviens encore tellement j'étais étonné, c'était il y a 2 ans. Nous n'avons nullum documentum, aucun document sur les Mérovingiens. Je me dis, c'est pas possible, tu vois mal le latin. Nullum documentum. On ne possède rien. Bon.
Alors, si je le dis à mes amis chartistes, ils vont me dire, mais si on possède, mais quand même des spécialistes, je pense qu'ils le diront, mais des spécialistes comme lui disaient, nous n'avons rien. Et que ce soit les rois de la première race, on appelle ceci les rois de la première race, donc les autour de Clovis, etc., mérovingiens, que ce soit jusqu'à la troisième race avec Saint-Louis, nous estimons que, on dit souvent, ah, ce n'est qu'à partir de Saint-Louis qu'on peut trouver des documents viables, fiables. Mais qu'est-ce que c'est qu'un document fiable? Le père Mabillon répond, c'est un document canalaire. C'est-à-dire, l'écriture paraît convenable, le français paraît convenable, eh bien c'est un document convenable. Sauf que les critiques, et les jésuites en premier, il y avait une critique, une concurrence entre les bénédictins, dont était Mabillon, et les jésuites. Les jésuites répondent, écoutez, ce n'est pas avec des critères subjectifs qu'on va dire la validité d'un document. Je parle donc de contestation de validité de documents, c'est-à-dire que des zones que l'on croyait connues ne sont pas connues, ou elles sont, disons, obscures. Évidemment, celui qui a été le premier parmi tous les récentistes actuellement, surtout en Allemagne, vous avez plusieurs écoles qui d'ailleurs sont souvent, pas opposées, mais sont très différentes les unes des autres. Il semble que Charlemagne soit sacrifié. C'est-à-dire qu'on dit que Charlemagne, et c'est là une notion que je voudrais vous dire, est le reflet du règne de Othon le Grand. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'Othon le Grand se serait inventé un prédécesseur. Voyez-vous? Alors, tout ceci fait que nous pouvons le dire, parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle de documents décisifs. Au XVIIe siècle, il est arrivé, je vous ai parlé du père Ardouin, ce jésuite a donc, sur l'ordre de Louis XIV, recensé tous les conciles, depuis le concile de Nicée, au IIIe siècle, donc jusqu'au concile de Constance, et le concile de Trente. Vous savez, le concile de Trente, c'est lui qui fixe, disons, le dogme de l'Église, la messe quand même de l'Église, enfin, dans la mesure où il y a encore une messe, c'est la messe du concile de Trente. Bon. Le père Ardouin a fait que répéter jusqu'à la fin de sa vie plusieurs choses. La première, qui est déjà étonnante, mais les autres le sont encore plus. Il a dit, le seul concile dont on soit sûr, c'est le concile de Trente. Tous les autres sont l'œuvre de bénédictins. Il liait même, et attention, c'était quand même le bibliothécaire de Louis le Grand, quand même, c'était pas n'importe qui. Il n'a jamais été condamné pour cela, il n'a jamais été excommunié ni rien. Et il a ajouté que on avait fabriqué des conciles pour pouvoir justifier des hérésies. Il est allé plus loin. Il a dit une partie de l'Antiquité qu'on nous donne comme présente, et ça, là-dessus, c'est mon point fort. C'est-à-dire, je m'excuse, c'est là-dessus que je veux insister ce soir. Beaucoup de gens que l'on dit être de l'Antiquité n'ont pas produit ces œuvres, d'abord les œuvres qu'on leur accorde. Et il mettait en cause également, comment on appelle, les tragiques grecs, qu'il disait être de la Renaissance. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire que c'est une chose qui me paraît d'autant plus extraordinaire que je ne pensais que c'était au départ une fantaisie d'Ardouin. Voyez-vous? Mais il se trouve, je dis ici pour vous éclairer, que à Bâle, en 1902, vous avez un érudit qui était professeur donc, à l'université, philologue, Baldauf, Robert Baldauf, qui a écrit Histoire ou une critique, Histoire et critique, et qui dit que tous les auteurs de l'âge classique, vous avez appris, vous savez, l'âge d'Auguste, que ce soit Ovide, que ce soit Horace, que ce soit Virgile, etc., sont, par leur style, par leur rythme, je ne dis pas la rime, par leur rythme, par leur style, du même âge que la poésie des troubadours. Et donc, il s'agit d'une création de la Renaissance. Est-ce que ça ne serait pas, comme disait le père Ardouin, l'œuvre, disons, de gens qui ont voulu, finalement, forger une antiquité? Alors, à ce moment-là, on se récrie, on dit, mais on a les monuments. Oui. Les monuments, c'est quand même quelque chose. Les monuments sont visibles. Et c'est là que les historiens sont revenus à la charge, et on dit, beaucoup d'historiens récentistes, de l'époque déjà de Baldauf, avant le mouvement actuel, on dit, c'est un Français qui le premier a dit, mais les statues d'Aurélien que vous voyez, le Marc Aurèle cavalier, que l'on dit avoir été trouvé dans une rue de Rome par des gens qui piochaient, voyez, les statues d'Auguste que vous voyez, qui sont sur tous vos manuels, voyez-vous, non seulement elles datent de cette époque, mais elles ont été faites en production industrielle. La grande victime de cette chose-là a été en particulier la guerre des Gaules de César. Si on fait tomber César, on fait tomber effectivement l'histoire des Gaules, évidemment.
Vous faites tomber l'histoire de Vercingétorix. Mais ça, je peux vous dire que Vercingétorix, il est tombé avant César, parce qu'on ne retrouve la bataille d'Alésia est complètement est sans nom, et sans lieu. On se dispute pour savoir si c'est entre le Jura ou entre la Bourgogne. C'est un point. Et on a dit, ce que Plutarque a écrit dans la vie de Vercingétorix est en fait un écrit récent. C'est-à-dire qu'on a reconstitué, si j'ai pu dire, une histoire des Gaules, voyez-vous, pour pouvoir justifier le pouvoir français. C'est-à-dire l'idée que je défends, c'est pas l'idée que je défends, c'est pas que je veuille absolument détruire l'histoire des Gaules, la guerre des Gaules, mais qu'il y a la possibilité. C'est ce que dit Orwell. Il dit quelqu'un qui veut contrôler le présent doit contrôler le passé. C'est fort possible qu'à un moment donné, vous ayez, disons, une industrie qui efface le passé, parce que la meilleure manière d'effacer le passé, c'est de le reconstituer. Alors vous allez me dire, mais quand même, vous êtes philosophe, vous avez bien des gens comme Platon, Aristote. C'est là, effectivement, que la réponse est encore plus forte. L'école de Florence, Marcille Ficin, de l'école de Florence, par exemple, commentait extrêmement bien, ligne à ligne, tout Platon. On dit que ce Platon est le Pléton du XIVe siècle. Alors, évidemment, ça paraît absurde, sauf à nous en philosophie. Parce que les connaissances scientifiques de ce Platon, de ce Pléton en question, ou de ce Platon, sont bien plus fortes, sont réellement des connaissances modernes. Vous avez des connaissances atomiques, des connaissances sur la probabilité, des connaissances sur le cours des astres, avec les dérivations des astres. Alors, évidemment, on dit, ce que vous dites n'est pas prouvé. Ben, on dit, bon, d'accord, apportez la contre-preuve. Et on aurait, bien sûr, à ce moment-là, confondu le nom de Plotin et de Pléton. Ce nom de Pléton, vous savez, du XIVe siècle, c'est lui qui a été, avec les cardinaux, etc., à l'origine de l'école de Florence, qu'on appelle l'école néoplatonicienne, et cette école néoplatonicienne de Florence, au XIVe, XVe siècle, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle la Renaissance italienne. C'est ce qui fait que dans les peintures italiennes, vous avez justement l'illustration des thèses de Platon, évidemment. Vous avez l'illustration sur l'âme, les différentes fractions de l'âme, etc., etc. Et alors, ce qui a quand même d'étonnant, surtout pour des croyants, c'est qu'on vous dit, mais ça, c'est pas possible. À l'époque, c'était du polythéisme sous Platon. Mais non, Platon ne parle toujours que d'un Dieu unique. C'est-à-dire, Platon parle, c'est ce que dit Pascal, d'ailleurs, Platon pour préparer au christianisme. Ben oui. Est-ce que Platon est en relation avec le christianisme? Pour revenir à la culture française, c'est Voltaire, le premier, qui, dans les lettres anglaises, avait cité Newton. Parce que Newton, vous savez, avait appliqué à l'histoire grecque ses connaissances astronomiques pour dire qu'il était impossible de fixer, par exemple, telle expédition, en 1400 avant Jésus-Christ, l'expédition des Argonautes, par exemple, on disait qu'il y avait 1400 ans de différence, etc., enfin que cela, et puis 1400 avant Jésus-Christ, que l'expédition du Péloponnèse, c'était au contraire dans les 700. En fait, il a démontré, c'est le premier résultat de Newton, qu'il fallait passer de 1400 à 900 avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même 5 siècles, voyez-vous. Et Voltaire dit, tout se fait plus tard qu'on ne le pense. Et il dit, si cette thèse est vraie, évidemment, il serait intéressant de l'appliquer à la chronologie du monde. Mais ça a été fait parce que nous avons déjà une chronologie du monde en même temps que le calendrier de retour à Jésus-Christ. Je m'explique. Quand Scaligère, ce moine en question, a fait, c'est pas moi, non, enfin, le fils de cette religieux en question, a fait le compte du temps. Il a appliqué le compte temporel aux civilisations égyptiennes, perses, etc. Et les jésuites se sont engouffrés dans ce mouvement pour pouvoir offrir à la Chine une chronologie. Vous savez que la Chine a été éduquée par les jésuites. L'ouverture au monde de la Chine est jésuite. Bien. Et évidemment, les Russes, eux, essaient par concurrence avec la Chine, bien sûr, c'est une concurrence amicale, mais une concurrence tout de même, de montrer que cette haute antiquité chinoise n'est que des événements, ne sont que des événements récents qui sont répertoriés. Je m'explique sur événements récents. Quand ces écoles veulent, elles ne sont pas toutes d'accord, mais quand elles veulent, par exemple, mettre en cause l'Antiquité classique, elles disent que l'Antiquité classique, c'est en réalité une Antiquité
qui existe, mais qui est plus proche de nous. Par exemple, que Athènes, c'est pas autre chose que le duché d'Athènes au XIVe siècle. Que la guerre de Troie, c'est la même chose que l'expédition des croisades. Par exemple, avec la prise de Constantinople, qui serait la vraie Troie, et pas celle de Schliemann. Voyez-vous, c'est très important, ceci. Et bien sûr, ceci met en cause, mais enfin, tous ne sont pas d'accord, ça met en cause les croisades, ça met en cause, évidemment, il n'y aurait pas eu de croisade contre les musulmans, voyez-vous, mais il y aurait eu des guerres intestines entre populations chrétiennes, grecques, auxquelles les musulmans auraient participé. Remarquez, vous allez me dire, tout ça c'est bien surprenant. Écoutez, moi j'ai toujours été surpris quand même de savoir quand les soi-disant croisés sont partis en croisade, le premier geste qu'ils ont eu, c'est pas de foncer sur Jérusalem, c'est de foncer sur Constantinople pour détruire Constantinople. Je sais pas, imaginez que, enfin, quand même, une guerre se fixe un objectif, vous voyez. Bon, et il y a eu le sac de Constantinople. Ce que dit l'école me semble intéressant par le fait de déplacer l'Antiquité. Parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait, et ça c'est mon point de vue, mais ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse quand même qui est une objection, qu'il y ait une très grande civilisation qu'on appelle gréco-romaine, égyptienne, à un certain moment, et que tout d'un coup, on nous apprend, bien sûr, je ne dis pas le Moyen-Âge obscur, comme disent les maçons, bon, bien sûr, mais enfin, disons que on pédale pendant à peu près 13 siècles ou 14 siècles avant d'avoir une renaissance. C'est quand même un peu délicat. Et dans cette perspective, disons, il y a une tendance quand même, alors, qui est très grave, enfin, très grave pas pour tout le monde, évidemment, qui est très grave, c'est que toutes les antiquités, antiquité judaïque, antiquité égyptienne, etc., se trouvent biffées, parce que c'est-à-dire, comme si c'est du récentisme, on ne peut pas leur accorder une très haute antiquité. Il est certain que cette perspective récentiste jette un coin. C'était ouvre, si vous voulez, quelque chose. Nous étions habitués à dire il y a des civilisations qui disparaissent, alors qu'en fait une civilisation est continue jusqu'à son anéantissement. Elle ne dort pas, une civilisation. Elle existe ou elle s'anéantit. Mais plus fort que cela, je dirais que on nous parle par exemple de l'invasion arabe. Bon, l'Afrique du Nord envahie par les Arabes, bien, qui vont jusqu'en Andalousie. Il est certain qu'on sait maintenant que l'Espagne, par exemple, n'a pas été envahie. Que la cathédrale de Cordoue, on voit que c'est une cathédrale arienne. La cathédrale arienne, vous avez des piliers, vous savez, pour que les gens puissent prier individuellement. Dans la cathédrale catholique, vous avez les piliers espacés pour qu'il y ait le corps des gens. Donc là. Mais enfin, ce qui c'est quand même plus vraisemblable, c'est que nous ayons eu une prise du pouvoir dans l'Empire, c'est-à-dire, c'est ce que disent les Russes en tout cas, à Constantinople, et que cette prise du pouvoir soit sur un empire, s'étale sur un empire qui allait, non seulement qu'on dit jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au Maroc, mais même jusqu'au début de l'Afrique, du Sénégal, Mauritanie, etc., et au Sénégal. Et donc nous aurions eu un changement de pouvoir. La réflexion générale, c'est que toute histoire est écrite avec le pouvoir. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas il n'y a pas, si vous voulez, on parle de sciences humaines. Il n'y a pas de sciences humaines. Il y a une science mathématique et physique parce qu'elle obéit à des règles déterminées. Mais les sciences humaines, il y a une psychologie mathématique, bien sûr. Mais les sciences humaines, c'est en réalité un rapport entre plusieurs hommes. La politique, par exemple, est une science humaine parce qu'elle est un rapport. L'éducation est une science humaine, c'est un rapport, si je puis dire, d'un homme à d'autres hommes. Mais elle ne peut pas être, si je puis dire, objectivée. On peut faire croire qu'elle est objectivée, si on vous dit, ce que je vous dis tout à fait objectif, dans la mesure où je vous demande d'y croire sans aucune résistance, voyez-vous. À ce moment-là, j'impose ce que je suis, ce que je veux. Est-ce que véritablement Rome, alors ça, vous avez une autre tendance en Allemagne des années 30, avec Kameyer, etc., qui a insisté sur l'origine du christianisme, et qui a dit, c'est très facile à prouver, que, évidemment, tous les textes que nous avons jusqu'au 8e siècle sont incertains. Ben oui, ils sont vraiment très incertains, et même se contredisent. Donc on a de textes valables qu'à partir du 8e, je parle de la chronologie actuelle, la chronologie de Scaliger, on a des textes qu'à partir du 8e, 9e siècle. Bon, soit. Mais les thèses de Scaliger vont très loin. Il a dit que Rome avait été fondée, c'est lui qui a dit ça,
et il l'a dit de façon paradoxale, ce n'est pas repris en main par les récentistes, mais disons que Rome serait récente, que les monuments que nous y voyons sont des monuments récents, et donc succéderaient à Constantinople. Kameyer avait dit à l'époque, il est mort ensuite en 52, bon, des conditions assez difficiles dans l'occupation russe, qu'on ne trouvait au début du XIIIe siècle qu'un mince village à Rome. Voyez-vous. Donc Rome aurait été fondée, comme on le dit dans la chronique de Troie, par Énée, fuyant la guerre de Troie pour aller en Italie, sauf que ça ne se passe pas, disons, avant Jésus-Christ, ça se passe à l'époque moderne, à savoir que les évangiles auraient été écrits, ce que disait le père Ardouin d'ailleurs. On ne le dit chez nous que pour le Saint Marc, aurait été écrit en latin. C'est écrit en latin. On le sait pour Saint Marc, hein, c'est écrit en latin. Et alors Ardouin disait que le premier, que Jésus même, prêchait en latin, et non pas en araméen. Bon, vous allez me dire, tout ça c'est des hurluberlus. Oui, mais enfin, ce sont quand même des gens qui ont... on n'est pas, si je puis dire, on n'a pas de certitude absolue. On n'a pas de certitude absolue quand même, écoutez, de l'existence de Jésus sous Auguste. Bah, écoutez, ou mort sous Tibère. C'est une affaire de foi. L'avantage du mouvement récentiste, je dis l'avantage, c'est simplement de remettre en cause, disons, des vérités que l'on croit établies, mais qui ne sont pas du tout établies, c'est-à-dire établies ni par le carbone 14, alors évidemment on ne parlait pas de ça, ni la dendrologie. Bon, ça c'est... bon, les résultats sont tellement aberrants que c'est même pas la peine de dire. Mais nous avons nous-mêmes, à l'intérieur de notre propre histoire aussi, des mouvements qui sont, dont on peut douter. Vous n'allez pas discuter pour savoir si Jeanne d'Arc a gazé des gens. Enfin, je ne sais pas si je suis un peu... Vous pouvez discuter quand même de savoir si elle a existé, si elle a véritablement été brûlée à Orléans. Ceci a été dit, même dans Shakespeare, on voit cette notion. Est-ce qu'elle a vraiment été à Rouen? Est-ce qu'elle a vraiment été ainsi, voyez-vous? Alors, on dit souvent... le drame je termine là-dessus, le drame actuel, c'est que nous sommes peu cultivés. Voyez-vous, les erreurs que certains peuvent commettre, comme le père Ardouin et autres, on dit c'est l'hypercritique, ils critiquent trop. Mais nous admettons les choses parce qu'en réalité, nous avons de moins en moins de connaissances. Alors on dit, si vous m'enlevez ceci, bien j'ai plus rien, vous comprenez? Voyez. Et c'est pour ça que l'histoire passée sera admise. Personne ne doute de l'existence des Gaulois aujourd'hui. Et pourtant, je peux vous assurer que vraiment très peu y croient. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, on trouve des objets qu'on assigne à. Mais si vous dites à quelqu'un, à votre inspecteur général, même au type des impôts, je ne crois pas en Vercingétorix, il vous fait enfermer. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dois dire, mes chartistes, on n'y croit plus. Voyez-vous? Mais le peuple lui-même, je dois dire que ce n'est pas qu'ils doivent apprendre. Mais il faut qu'ils sachent que l'histoire, c'est du scepticisme, c'est de la recherche. Quelque chose qui peut être vrai, peut être moins vrai ou plus vrai. Mais que la morale ou la dogmatique, la conscience morale, elle est dogmatique. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On veut que l'histoire soit dogmatique et que la conscience morale soit, on est en recherche, vous voyez ce que je veux dire? La conscience morale est très lâche, mais le scepticisme historique, lui, on considère que c'est une fantaisie. Voyez-vous? Le plus fort, c'est que, je termine encore là-dessus, c'est que l'écriture de la Bible, tout ça, évidemment, bon, est considéré comme très récente. Alors je vous donne un exemple toulousain, excusez de dire un exemple toulousain sur la Bible. Vous avez dans le livre des rois, par exemple, 9e livre des rois, 9. L'histoire d'un homme qui se présente devant une ville, et comme on voit dans la Bible, vous savez, vous connaissez le film, quoi, c'est-à-dire qu'on massacre tout le monde, etc. Bon. Alors, il décide de mettre le feu aux hérétiques, de les brûler. Et puis il décide de partir à l'assaut de la ville de Thébès. Et quand il arrive à l'assaut de la ville, une femme se lève et lui fiche un coup sur la tête, il tombe mort frappé d'une pierre. Ben ça, c'est exactement le siège de Toulouse par Simon de Montfort au XIIIe siècle. Oui. Bon. Alors vous allez me dire de deux choses l'une, mais je vous laisse libre. Ou bien la Bible a imité Simon de Montfort, ou c'est Simon de Montfort qui a imité la Bible. Mais c'est quand même, vous voyez, ça c'est un exemple pris par les Russes. Hein, vous avez d'autres exemples. Vous avez également, dans leur chronologie, je ne dis pas, c'est encore parler plus longtemps, les modèles mathématiques qu'ils emploient, c'est des modèles mathématiques qui tentent de retrouver les mêmes écarts entre personnes, règnes et biographie, voyez-vous, d'âge en âge. C'est pour ça qu'ils peuvent, par exemple, dire que la première partie de l'histoire romaine se retrouve dans la deuxième, dans la troisième. Voyez-vous?
De même que vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, la vie de Jésus, par exemple la vie de Saint Basile le Grand, vous trouvez les mêmes distances. Vous avez, si je puis dire, une sorte de ressemblance analogique, voyez-vous. Et alors, ceci se fait avec des modèles mathématiques, évidemment. Ces États qui se seraient séparés auraient inventé une histoire. C'est un peu comme la bourgeoisie en 89. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a coupé la tête à quelques nobles? Elle s'est refait une aristocratie, si je puis dire, voyez-vous. Je n'ose pas dire, écoutez, je l'aime bien parce que je l'ai connu, je l'ai vu, j'ai vu son père. Hein. Son père était un homme bien. Non, mais attendez, je vais vous dire qui. C'était Giscard d'Estaing. Le père de Giscard était pas mal. Je l'ai connu à l'Institut. Bon, ben Giscard d'Estaing, le titre est faux. Le titre est faux. Bon. Le titre n'est pas vrai. Il n'appartient pas au destin, à l'amiral d'Estaing. Mais disons qu'il a voulu avoir une sorte de... Et les États eux-mêmes, voyez-vous, ont eu ainsi ce destin. Bon, les Russes prétendent que l'Europe occidentale était partagée, que des villes comme Florence, etc., étaient bien plus importantes que le village romain, évidemment, que la ville de Rome. Et que c'était elle qui était spécialisée, etc. Bon, et qu'il y a eu, à la Renaissance, disons, une séparation, une dislocation de cet empire, et que nous ne pouvons pas savoir, au-delà de ce qu'on appelle le XIIIe, XIIe siècle, exactement ce qui s'est produit. On vous présente par exemple dans les Métamorphoses d'Ovide, dans Platon, comme si vous écoutez nos théologiens, on vous présente soi-disant un polythéisme avec 12 grands dieux. Vous savez ceci. Et à chaque fois, dans Platon, dans tous les auteurs, on vous parle de Dieu unique. Alors, comment peut-on à la fois parler d'un Dieu unique et de plusieurs dieux? Bon, c'est certain qu'il y a un Dieu unique, et certainement les 12 grands dieux sont Jupiter. Écoutez, ce n'est peut-être pas un homme, pour les poètes c'est un homme, et pour les anciens, c'est peut-être une planète, est-ce que vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. La conclusion philosophique, pratique, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que nous disons? Que le passé est incertain. Il a existé, bien sûr. Mais il faut avoir toujours une attitude sceptique. Ne pas attacher sa vie à une représentation du passé. Je crois que à s'attacher à une image du passé et croire que cette image du passé est plus réelle que notre présent, c'est une erreur qui peut aveugler l'homme d'aujourd'hui, voyez-vous. Je pense qu'il faut avoir un scepticisme historique et un dogmatisme un peu moral, voyez-vous. C'est-à-dire, elle s'attachait plus à un devoir présent, voyez, plutôt que de transférer les certitudes dans le passé. Le passé est un peu comme une mer, voyez-vous, une mer, la mer est agitée, elle nous a portés, et quand nous sommes sur le rivage, c'était un poète latin qui l'a dit, nous sommes heureux d'être sur le rivage, et nous admirons les flots de la mer qui nous ont portés. Ça, c'est le passé. Alors, vous allez me dire, mais quand même, vous dites ceci, vous avez raison de douter de telle et telle chose, mais nous avons, là c'est la réponse récentiste, quand même des instruments scientifiques. Beaucoup de gens chez nous, non, bon, bien sûr, les écoles de sciences, les lycées scientifiques, nous avons le bon, comment dirais-je, le carbone 14, vous voyez, tout ça. Alors le pauvre carbone 14, je lui souhaite de bonne chance, mais disons qu'il a été écrasé par l'armée récentiste, oui, c'est-à-dire les Allemands là-dessus ont été ont écrit de bonnes choses sur l'incapacité pour le carbone 14, d'abord de dater au-delà de 1000 ans, et disons, selon les conditions, selon, il y a eu des expériences contradictoires, non, on ne peut pas s'y fier. Vous avez maintenant les monnaies, et c'est autre chose, mais les monnaies, à mon avis, ne sont pas suffisantes parce que vous avez énormément de faux. Ces temps ont existé, évidemment que ces temps ont existé. Nous ne sommes pas nés au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Les récentistes vous introduisent quand même un facteur vraisemblable pour reconstituer le passé, qui est le facteur des cataclysmes. Ça, il faut le dire. Bien sûr, le premier qui en a parlé, vous connaissez certainement, les auditeurs connaissent beaucoup, c'était Velikovsky, Velikovsky a écrit Le monde en collision. Et il y a, par exemple, les récentistes vous diraient qu'il y a eu au XIIe, XIIIe siècle, c'est François de Sales le dit en France, de cela dire, il y a eu un cataclysme qui aurait effacé, bien sûr, une grande partie de l'histoire et qui aurait, disons, achevé, lui, il croit à l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on serait passé, disons, directement de l'Empire romain à la fin de la Renaissance. C'est-à-dire que les débuts du Moyen-Âge seraient fictifs, voyez-vous. C'est-à-dire l'époque des Mérovingiens. D'ailleurs, dans ce que j'ai dit en lisant le Père Ardouin, j'ai lu à Poitiers, je me rappelle, pour ce qui est des Mérovingiens, il dit « nullum documentum ». Nous n'avons aucune pièce. Bon, c'est quand même beau. C'était dit en 4 mots, voyez-vous. En 4 mots, nous n'avons aucune pièce. Et j'ai cité, vous vous souvenez, dans
Cassel, j'ai cité un père jésuite qui était de l'école du père Ardouin, car il a eu de nombreux émules. Je crois que c'est le père Germont, hein, qui avait dit qu'il s'étonnait qu'à Saint-Denis, par exemple, au fur et à mesure que les siècles passaient, on découvrait des documents. C'est-à-dire que des documents des premiers siècles, voyez-vous, se multipliaient au fur et à mesure que les siècles passaient. Bon, évidemment, c'est comme si moi je multipliais mes actes de naissance, voyez. Voyez, je suis pas né je suis en 41, puis il y en a qui je suis dans 42, puis je suis dans 43, je suis dans 44. Bon, alors on dirait il y a plusieurs ortigués, voyez-vous. Voilà. Et donc c'est une famille nombreuse, voilà. Non, ça c'est une thèse qui, je crois que la thèse de Fomenko et d'autres, évidemment, elle est toujours forte. Le récentisme est fort. Je dis ceci pour ceux qui ne sont pas récentistes ou qui sont opposés. Oui. En France, on est opposé assez vite. C'est comme, on dit que c'est le pays des coups de foudre, n'est-ce pas? Vous avez des coups de foudre et puis les relations, les liaisons ne durent pas très longtemps, mais disons que le début est très vif. Les Français sont toujours chauds dans les commencements. C'est le début du faux testament de Richelieu. Voilà. Eh bien, je crois que l'hypothèse donc de que le récentisme est fort dans ce qu'il dénonce, mais évidemment est très faible dans ce qu'il construit. Parce qu'on peut très bien démontrer que, par exemple, tel personnage historique a été répété plusieurs fois. Que, par exemple, la vie de Saint Basile, par exemple, c'est un nom très connu, vous savez, Basile signifiant le roi, Saint Basile, qui est quand même important de la chrétienté, est une imitation de la vie de Jésus-Christ. Bon. Oui, c'est vrai, quand je l'ai appris, que j'ai regardé bien, la vie de Saint Basile, j'ai vu que c'était effectivement... je ne m'intéressais pas précisément à sa biographie. Alors, je me rappelle de ce que disait Salim Laïbi. Vous savez, quand un homme est spécialisé aujourd'hui dans une affaire, il étudie sa spécialité toute sa vie. Voyez, et il ne regarde pas, il n'a pas un champ très vaste. Il est obligé de, quand on est spécialiste, on suppose un état général. Voyez-vous, comme vous travaillez une pièce d'une maison, supposez que l'ensemble de la maison existe, simplement votre attention est attirée principalement par tel détail. Mais le détail suppose l'ensemble. Et alors ça, justement, fait que beaucoup de gens disent, évidemment, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur les Mérovingiens, j'ai un camarade qui l'a fait, qui a même passé son agrès d'histoire sur les Mérovingiens, je me rappelle à l'époque, il avait fait un très beau discours, je pourrais citer son nom, sur l'agriculture chez les Mérovingiens. Bien sûr qu'il y avait une agriculture, autant supposer les Mérovingiens. Mais évidemment, je crois qu'il n'aurait pas accepté l'attitude du père Ardouin. Il y avait des documents, mais ces documents, les Allemands l'ont dit, je l'ai dit dans ma conférence, beaucoup d'Allemands, surtout l'ont dit dans des conférences au XXe siècle. Je me rappelle d'une conférence que j'ai citée, où on disait, dans les années 70-80, entre 60, mettons, cher Patrick, 60% des documents médiévaux que nous avons sont faux. Voyez, vous allez me dire, il y a quand même 40%, il y a quand même 60% qui sont bons. Alors, les Allemands, vous savez, ont toujours une certaine rivalité avec les Polonais, dans l'histoire. Alors, ils s'amusent, les récentistes, à dire que toute la série des évêques polonais du Xe siècle jusqu'à présent est archi fausse. Bien. Alors, ceci, bien sûr, tant qu'on parle des Polonais, ça va. Par exemple, que des gestes comme l'humiliation de l'empereur Henri, je crois que c'est Henri IV, oui, empereur allemand Henri IV, à Canossa, qui dans la neige se serait agenouillé devant le pape. Oui. Bon, tout ceci, c'est faux. Bon, tout ceci est évidemment fictif. Je le crois aussi. Je crois que c'est une légende. Maintenant, qu'il y ait eu, bien sûr, le fait de dire que nous ne connaissons pas le passé, devrait nous faire aussi craindre l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous avons de la difficulté à pénétrer le passé? En lisant la littérature récentiste, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de récentistes allemands qui étaient des biographes, c'est-à-dire de biographes de famille, qui ne pouvaient pas remonter au-delà du XIIIe siècle, très souvent. En gros, donc, c'est une remise quand même en cause de quasiment toute notre histoire. Oui, quoi. Oui, pas seulement de Jeanne d'Arc, bien sûr. Donc c'est le début d'un mouvement, j'ai envie de dire. Oui, c'est le début d'un mouvement, en effet, qui, à mon avis, se déclenchera, surtout si nous connaissons des événements très durs. Si, par exemple, nous subissons des cataclysmes, voyez-vous, comme nous sommes à la veille d'en subir. Hein. Je dis ça à un homme de mon âge, et je peux dire, je crois que c'est le devoir des hommes de ma génération, de dire, qui ont connu plusieurs étapes, de dire que nous vivons une situation très dangereuse. Bien sûr, on a préparé les générations actuelles à cela, parce qu'on les fait vivre dans un petit futur. Donc, elles ne voient pas le danger. Comme si vous conduisiez sans avoir une vue de la route. Vraiment. Et je pense que s'il y a un choc, le récentisme sera appelé à jouer un rôle.
parce que un jour, je pense que nous verrons beaucoup de certitudes historiques, voyez-vous, seront ébranlées et qu'il y aura une réaction. Je crois que quand même le récentisme va fleurir encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Ils travaillent beaucoup en Allemagne. La France, de ce point de vue, est complètement éliminée. Parce que l'emprise idéologique est trop forte. Je crois que les Russes, peut-être, n'auront pas toujours le même essor que sous Fomenko, mais je prétends que j'ai vu en Iran même des gens travailler cette question-là, mettre en cause certains événements de leur propre passé. Je ne parle pas musulman, mais persan, voyez-vous. Parce que le récentisme s'étend à la Perse, évidemment. Le récentisme surprendra les gens, mais il pourra surprendre également ceux qui lisent les livres sacrés. Ils pourront peut-être être vus d'une autre manière. Mais quant à ceux qui sont surpris par l'histoire, je leur dirai un mot de Voltaire. C'est que le propre des livres sacrés, c'est d'apprendre la morale et non pas la physique. Est-ce que vous voyez? Et je crois que c'est là-dessus que je terminerai. C'est une certaine manière de laisser partir notre cher animal ressentiste, voyez-vous, et puis quand même de le faire revenir peut-être un jour. Et grâce à vous, Patrick, et je vous en remercie. Merci Pierre, en tout cas vous êtes le bienvenu. Je vous en prie.